Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 71e épisode. Alors que j'enregistre, nous sommes tout début septembre. L'air se rafraîchit, on sent déjà l'automne pointer le bout de son nez et comme chaque année, la rentrée a ce parfum de folie douce. Les cahiers, stylos de dernière minute à acheter, les vêtements à réassortir parce que la dernière poussée de croissance a surpris tout le monde, les meetings à préparer, les déplacements à caler au chausse-pied entre l'inscription au karaté, au piano, sans oublier ce comité de direction à finaliser. Et pour celles et ceux dont l'année fiscale s'achève bientôt, c'est carrément pyrotechnique. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors j'ai envie de commencer par une question basique. Quel est votre super-héros préféré ? Oui, quel est votre super-héros préféré ? Hulk ? Captain Marvel ? Iron Man ? Wonder Woman ? Parce que si vous êtes encore là à m'écouter, vous faites, vous aussi, partie du Marvel Corporate Universe. Mais attention, spoiler alert, dans la vraie vie, il n'y a pas de générique héroïque. Navré. Pas de standing ovation à la fin. La suite de l'histoire, je l'ai vue des dizaines de fois. Je l'ai vécu moi aussi. Ça s'appelle l'épuisement, la perte de sens et parfois le burn-out. En effet, à cette période de l'année, le scénario est toujours le même. Inscrire Junior à la piscine à 16h le mardi, oui. Boucler le reforecast pour vendredi matin, oui. Refaire la roadmap et l'atterrissage business de Q4, oui. Soutenir l'équipe qui va pas très bien, oui. Intervenir au salon de l'industrie vendredi, oui. Et bien sûr, reprendre une nouvelle équipe jusqu'à la fin de l'année. C'est juste jusqu'à la fin de l'année. Oui. J'ai cru longtemps que dire oui faisait partie intégrante du leadership, que c'était ça, être fiable, solide, légitime, jusqu'à ce que je réalise que je m'étais piégée dans une logique impossible. Ça n'était jamais assez, jamais suffisant. Et à force de me suradapter, à force de m'étirer, un peu comme dans ce dessin animé Les Indestructibles de la femme élastique, au lieu de m'étendre, je m'étais rétrécie. Et je vois ce même schéma se répéter encore et encore chez mes clients, surtout en ce moment. J'ai eu l'exemple cette semaine d'une dirigeante brillante, mère de 2 enfants, qui passe 3 jours par semaine en déplacement. Elle rentre le vendredi soir, forcément un peu lessivée. Mais le samedi matin, elle assure les courses, les anniversaires, les repas de famille, parce que c'est normal et parce qu'elle veut le faire. Et j'ai vraiment interrogé avec elle, mais pourquoi est-ce que tu veux faire tout ça en plus de tout le reste ? Ou aussi, la même semaine, un coaché reconnu pour son expertise, qui est directeur d'un département, qui a la fâcheuse tendance de corriger chaque présentation de son équipe. Il anticipe chaque réunion risquée pour éviter à ses collaborateurs de se confronter aux clients et d'avoir des réunions difficiles. Il check tous les risques avant. Il analyse les business plans d'avance. Résultat, il ne fait plus vraiment son travail à lui. Il ne pense plus à la stratégie et à quelle est la prospective à venir. Il survit à l'opérationnel. Dans les 2 cas, la même petite musique revient. Les autres y arrivent bien à faire tout ça, pourquoi pas moi ? Plus j'en fais, et moins j'ai de reconnaissance. Alors voilà, à force de vouloir sauver tout le monde, nous nous mettons en dépendance émotionnelle. On attend le merci qui ne vient pas. On étouffe les autres en anticipant à leur place. Et surtout, on s'étouffe soi-même. Alors pourquoi est-ce que nous faisons ça au juste ? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps à aller proposer ou imposer son aide aux autres ? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de vouloir épargner les autres à notre propre détriment ? Il y a une réponse côté neurosciences qui est chimique. Chaque fois que nous aidons, que nous disons oui et que nous satisfaisons une attente, un manque chez l'autre, notre cerveau est ravi, il libère de la dopamine, ce fameux neurotransmetteur de la récompense immédiate. C'est agréable, valorisant, euphorisant. Mais comme le sucre ou les réseaux sociaux, c'est une gratification à court terme. Ça donne un petit coup de boost, c'est vrai. Et ça laisse vite un vide. Alors on recommence, on dit oui, encore plus, on anticipe et on est fier d'avoir évité cet écueil. Encore et encore. Le problème, vous vous en doutez si vous m'écoutez, c'est qu'à force nous fatiguons notre cortex préfrontal, entre autres, la zone du cerveau qui gère justement cette planification, cette anticipation. Cette zone du cerveau qui vous permet de vous projeter, d'être dans la vision. Résultat,
Si on tire le trait un peu schématiquement, plus nous sauvons les autres, et plus nous nous imposons comme sauveurs, sauveuses, plus nous perdons la capacité à être là où nous sommes vraiment attendus. Et plus nous perdons la capacité à être lucides. Sans oublier, bien évidemment, la fatigue que l'on s'impose, cette hypervigilance que l'on s'impose pour les autres. Je vous partage ici quelques chiffres que j'ai creusés en préparant ce podcast. Selon l'OMS, un adulte sur 4 souffrira d'un trouble lié au stress ou à l'anxiété dans sa vie professionnelle. En France, près d'un salarié sur 2 dit être en état de surmenage. C'est une étude OpinionWay 2023. Quant au coût économique du burn-out, on l'estime à plus de 3 milliards d'euros par an pour les entreprises françaises. Alors, qu'est-ce que vous inspirent ces chiffres? Colossaux, non? Un adulte sur 4 souffrirait de stress. Quand je vois ça, c'est colossal. Vous n'êtes pas seul concerné. On est beaucoup à avoir traversé ces périodes de difficulté. Et surtout, ça laisse sous-entendre que le mode actuel arrive à saturation, arrive à une inadaptation quand même structurelle. J'ai pas la solution et la réponse à tout. En revanche, j'ai une partie d'explication et une manière de ne pas subir encore plus cette approche-là. Mais avant d'en arriver là, pourquoi est-ce que nous faisons ça d'un point de vue sociétal? Parce que la dopamine n'explique pas tout. Il y a aussi l'héritage culturel, les récits que l'on nous transmet depuis l'enfance et qui façonnent notre rapport à la valeur travail, à la valeur que l'on s'accorde et à l'importance justement du travail accompli que l'on met au centre de notre vie. Pour les femmes, je vais faire une petite parenthèse, être une bonne mère, une bonne épouse ou une bonne collaboratrice, c'est souvent, et ça passe beaucoup par se sacrifier. Si, soyons honnêtes. Se sacrifier, passer en dernier, passer après les autres, s'assurer que tout le monde va bien, et alors si tout le monde va bien, on pourra s'autoriser à. À vous qui m'écoutez, vous voulez aller au sport à 19h? Oui, chouette, mais seulement si ça n'empiète pas sur les activités des enfants, les réunions des conjoints ou le dîner de famille. Autrement dit, presque jamais. Je me trompe? Si vous arrivez à y aller, eh bien c'est très bien, chapeau, et surtout continuez. Mais si cette phrase résonne en vous, eh bien je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir et une discussion à avoir. Léa Salamé le dit très bien dans son livre « Le meilleur morceau du poulet est rarement pour la femme. Pas qu'on lui vole, pas qu'on lui arrache, mais parce qu'elle a appris, depuis toujours, à le donner d'elle-même à quelqu'un d'autre. Pour les hommes maintenant, le piège est différent, mais tout aussi exigeant. On glorifie celui qui ne flanche jamais, celui qui porte l'équipe à bout de bras, qui porte l'entreprise, quitte à sacrifier sa santé et sa famille. Montrer ses limites, montrer une défaillance, une faiblesse, une non-réponse à une question, c'est faillir. C'est trahir son statut d'homme. Et c'est là que le mécanisme se joue. Dans les deux cas, la mécanique est la même. On se suradapte à quelque chose que l'on n'est pas. On se met en dernier au nom des autres. Et peu à peu, on finit par croire que c'est là notre place, ou tout de moins, c'est là où nous devrions être. Prenons un exemple. Imaginons une mère qui, après une semaine à 200 km/h, a réussi à bloquer son jeudi soir pour son cours de yoga. Mais à 18h, ping, mince, la réunion parents-prof de son fils est déplacée. Devine qui va déplacer tout son planning pour pouvoir assumer cette fameuse réunion. Elle rangera ses baskets, reportera son yoga à plus tard, ce qui n'arrivera jamais, et sourira en disant « Mais c'est normal, il faut bien que quelqu'un y aille ». Mais à l'intérieur, il y a quand même une petite voix qui dit « Eh ouais, tu passes encore en dernier ». Autre scène, un manager reçoit une présentation d'équipe. Pas parfaite, pas exactement comme il ou elle l'aurait faite. Plutôt que de laisser son collaborateur apprendre, il ou elle va corriger tout, jusque tard, dans la nuit, s'il le faut. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Parce qu'il veut éviter le faux pas, parce qu'il veut éviter de surcharger son équipe après tout. Encore une fois, il ou elle, qu'il croit qu'en sauvant l'équipe, qu'en la préservant, eh bien, il ou elle se prouve qu'il est à la hauteur. Mais en réalité, ce manager vole une opportunité de croissance à son équipe. Ce manager s'épuise dans une mission qui n'est pas la sienne. Alors bien sûr, il faut supporter ses équipes, bien sûr, il faut les accompagner, mais parfois, il faut aussi les laisser prendre de l'indépendance. Je sais pas
la prétention de dire qu'il y a une bonne solution et une mauvaise solution. Je dis juste que ces modes de fonctionnement, de réflexion systématique pour passer en dernier, pour sauver tout le monde, jouent contre vous. Et qu'il y a un moment, il y a peut-être un petit pas de côté, ou tout au moins un curseur à repositionner pour trouver quelque chose où vous n'êtes pas systématiquement la dernière roue du carrosse. Encore une fois, pourquoi faisons-nous ça ? Parce que nous confondons souvent valeur et utilité. Je vous ai déjà parlé des sœurs Nagoski, Emily et Amelia dans leur livre Burnout. Elles décrivent ce piège comme la règle de l'épuisement féminin. Une société qui a conditionné les femmes à croire que leur valeur dépend de ce qu'elles peuvent donner, sacrifier ou offrir aux autres. Ces fameuses personnes qui sont dans le don de soi. S'il est vrai que côté féminin, c'est une grande majorité des femmes qui ont été éduquées comme ça depuis l'enfance, c'est aussi très vrai chez vous, messieurs, ne vous sentez pas exclus. Parce que ce schéma ne concerne pas que les femmes. Nombre d'hommes que j'accompagne cherchent aussi leur légitimité dans ce qu'ils apportent aux autres, dans la façon dont ils tiennent la charge, pour la famille, pour l'entreprise, pour leur service, dans l'image de ce pilier inébranlable, fiable, sur lequel on peut compter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, jusqu'à se couper complètement de l'être pour être dans le paraître. Et ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast plus tard. Nous cherchons à nous rassurer dans le regard des autres, parce que c'est une preuve de visibilité, parce que c'est une preuve visible d'utilité. Ça calme votre système nerveux, ça apaise votre cerveau, un instant. La peur profonde de ne pas être assez est apaisée. Et on espère que si les autres nous voient indispensables, alors notre place sera garantie. Notre appartenance à ce groupe d'humains sera garantie. Mais encore une fois, ce mécanisme est piégeux. À force de chercher cette validation extérieure, nous nous épuisons à courir après un merci, qui n'arrive pas toujours. Et surtout, qui ne remplit jamais vraiment ce vide intérieur, cette question, cette interrogation perpétuelle. Vous n'avez pas à mériter le droit d'exister en vous consumant pour les autres. Et ça, je pense que c'est important de l'emporter avec vous aujourd'hui. Vous n'avez pas à mériter le droit d'exister. Vous êtes déjà méritant. Vous êtes déjà parfaitement parfait. Quand on passe son temps à sauver tout le monde, à anticiper pour tout le monde, à dire oui à tout le monde, il y a un prix, et ce prix est élevé. Prenons une scène banale. Il est 21h, vous rentrez après une journée marathon. Vous aviez promis de finir ce dossier pour demain. Vous avez enchaîné 4 clients et vous avez quand même réussi à récupérer vos enfants au foot ou à quelconque activité physique. Résultat, vous n'avez pas mangé correctement de la journée. Vous n'avez potentiellement pas bougé de votre chaise ou de votre bureau, ou alors à peine pour vous lever chercher un café ou pour aller au petit coin. Et quand vous posez enfin votre sac ou votre sacoche, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est vous écrouler. Vous vous écroulez, mais vous ne dormez pas, parce que le cerveau, lui, tourne encore et encore. Est-ce que j'ai tout fait ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que c'est assez carré ? Et vous vous endormez tard. Vous vous réveillez potentiellement à 3h du matin avec cette to-do list qui tourne en boucle, et le lendemain, ça repart. Ce cercle vicieux, il touche énormément d'hommes et de femmes en suradaptation. Selon le baromètre Malakoff Humaniste de 2023, un cadre sur 2 dit souffrir régulièrement d'insomnie liée au travail. Un cadre sur 2. Et si j'en crois ma propre petite expérience et les différentes réactions sur les réseaux sociaux, l'insomnie, à chaque fois que je poste quelque chose, une vidéo ou un écrit sur cette thématique-là, c'est là où j'ai le plus de réactions, le plus de commentaires. Le problème de l'insomnie, c'est que le manque chronique de sommeil multiplie par 2,5 le risque de dépression. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'INSERM, la dernière étude de l'INSERM sur ce sujet. 2,5. Donc à force de passer en dernier, vous finissez par croire que vous ne méritez pas mieux en plus. Votre corps en contrepartie paye, votre corps fatigue, migraine, douleur dorsale, je suis sûre que ça vous parle. Et le moral, eh bien lui, il s'effrite, perte d'envie, cynisme. Oui, cynisme. Que ce côté un peu aigri, sentiment de vide, et peu à peu, ce n'est plus seulement votre énergie qui s'épuise, mais c'est aussi votre identité, votre fameux pourquoi.
Au bureau, le tableau n'est pas forcément plus reluisant. Je vous partage un exemple vécu. Manager brillant, capable de penser une stratégie globale, qui passe ses journées à colliger les slides de ses collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'il veut les protéger, éviter un faux pas, s'assurer que tout soit parfait, comme lui l'a défini. Et résultat, il fait le travail de ses équipes. C'est chouette, il est référencé comme étant une machine de boulot. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est une personne qui n'a pas de vie à côté. No life. Il ne voit jamais ses enfants, il n'a que très peu de temps en famille, pas de sport, il use sa santé avant le reste. Et surtout, il fait le travail de ses équipes, génial, mais pas le sien. Et quand vient le moment d'être évalué, eh bien, on lui reproche de manquer de vision, de potentiel, de prospective. Il y a aussi un paradoxe qui est assez cruel. Plus vous sauvez les autres, plus on vous sollicite. Et plus vous êtes sollicité, moins vous pouvez anticiper. Moins vous anticipez, et plus vous êtes perçu comme limité, contraint, excellent même dans l'opérationnel, mais qui manque de hauteur sur le cadre, qui manque de vue. Et ce cercle, finit par vous plomber votre carrière. Je vous partage un autre chiffre. J'ai fait analyser beaucoup d'articles pour préparer cet épisode. Selon une étude Gallup, les managers qui se surinvestissent dans l'opérationnel ont 23% moins de chances d'être promus sur des postes stratégiques. 23% de chances en moins. Un quart. 1 sur 4. Donc 4 opportunités, pour vous, ça sera à peine 3. Vous me suivez ? Et puis, bien évidemment, il y a les points de rupture. Ce moment où la cocotte minute explose, un matin vous vous réveillez et vous n'arrivez plus à vous lever. Ou vous êtes devant votre ordinateur, les mains sur le clavier, incapable d'écrire une ligne, avec le cerveau qui bug, le cerveau vide. Ça, c'est le burn-out. Et il n'arrive jamais par surprise. Il est la conséquence logique d'années passées à se rétrécir. Alors logique, oui et non, mais en tout cas, il est la conséquence d'années passées à se rétrécir, à passer après, à chercher dans les yeux des autres une valeur que l'on n'arrive pas à se donner soi-même. Même chose, 44% des salariés disent avoir déjà frôlé l'épuisement professionnel. 44%. Et chez les femmes de 35 à 50 ans, la tranche explose jusqu'à 60%. 60%, c'est juste énorme. Donc, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, mais aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous faire comprendre que ce n'est pas une normalité saine et que vous n'êtes pas seul et que si vous vous sentez isolé, ce n'est pas le cas. Il y a énormément de personnes autour de vous. 60% de femmes de 35 à 50 ans disent avoir déjà frôlé l'épuisement. 44% des salariés quand on met les hommes et les femmes tous ensemble. Ok ? J'espère que ça vous apporte un peu de légèreté si vous vous sentez concerné. Le problème lorsqu'on est pris dans le syndrome du sauveur, c'est que l'espace de réflexion, l'espace entre le stimulus et la réponse, si je puis dire, disparaît. Nous sommes en réaction permanente. Et vous perdez peu à peu la liberté d'être là où vous êtes vraiment attendu, là où vous avez vraiment, vous, envie d'être. Et ce n'est pas seulement vous qui en payez le prix. Vos équipes, qui s'habituent à être sauvées et qui se disent « c'est bon, il ou elle gère, mon boss gère », et donc vos équipes se reposent sur vous, elles grandissent aussi moins vite, parce qu'après tout c'est confortable aussi pour elles, et on ne peut pas leur reprocher de préférer être dans le confort plutôt que de s'exposer justement. Votre entreprise perd un ou une leader stratégique, et se retrouve avec un pompier permanent qui éteint des incendies, mais qui ne trouve pas l'origine des incendies. Et enfin vos proches, qui ne profitent pas vraiment de vous. Vous êtes présent physiquement, mais assez lessivé intérieurement. Et ça, je suis sûre que ça vous parle. À grande échelle, cela devient un enjeu économique et sociétal, soyons honnêtes. Alors non, le syndrome du sauveur n'est pas une petite manie. C'est une spirale dangereuse. Pour vous, pour votre équipe, pour votre organisation et pour vos proches. Parce qu'à force de vouloir sauver tout le monde, c'est vous que vous finissez par épuiser. Votre corps lâche, votre esprit s'effrite, vos équipes stagnent. Et vous vous réveillez un matin en vous demandant, mais au fait, quand est-ce que c'est mon tour ? Quand est-ce que, pour une fois, je vais passer en premier ? C'est là tout le cœur du problème. Tant que vous cherchez votre valeur uniquement dans le regard des autres, vous restez coincé dans un rôle de figurant,
alors que vous êtes censé être au premier plan de votre propre film. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas besoin de continuer ainsi. Sortir du syndrome du sauveur, ce n'est pas tout plaquer. Ce n'est pas devenir égoïste. C'est apprendre à reprendre votre juste place. Et pour ça, je vous propose un chemin en 6 étapes, qui est un process que je propose régulièrement à mes coachés quand ils sont dans ces situations-là. C'est pas un mode d'emploi magique. Ok ? Et ça peut servir de boussole pour sortir de ce cercle vicieux et petit à petit regagner en liberté. Alors, comment briser ce cercle justement ? Le premier point, c'est prendre conscience. Repérer quand votre réflexe du sauveur ou de la sauveuse s'active. Mettez un mot dessus. Essayez de voir à quel moment ça se déclenche automatiquement et à quel moment vous basculez. Faites pause une seconde s'il le faut sur ce podcast et repensez à la dernière fois où vous avez dit oui alors que vous étiez déjà au bord du trop-plein. Vous l'avez ? Voilà, c'est ça votre signal d'alerte. À chaque fois qu'il va se déclencher, eh bien prenez quelques secondes avant de dire oui. Identifiez-le comme un feu rouge sur la route et avant de dire oui, inspirez. Est-ce que c'est vraiment mon rôle, mon job ? Maintenant, deuxième point, analysez pourquoi est-ce qu'il se déclenche. Demandez-vous, est-ce que cette envie de sauver est pour être reconnu, pour éviter de décevoir, ou juste parce que vous pensez que c'est normal après tout ? Et là, soyez honnête avec vous-même. Derrière votre oui, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Écrivez-le quelque part sur un de vos cahiers ou sur une feuille. Est-ce que vous voulez un merci ? Est-ce que vous voulez de l'amour ? Est-ce que vous voulez une preuve que vous êtes assez ? C'est important. Et c'est que pour vous. Donc, essayez d'identifier pourquoi ça se déclenche. Quel manque est-ce que ce oui vient combler ? Troisième point, demandez-vous si vous le voulez vraiment. Avant chaque engagement, avant chaque oui, marquez une pause. Imaginez qu'on appuie sur pause dans votre film de votre vie, la caméra se fige, tout est suspendu. Est-ce que vous vous apprêtez à faire un bon choix ? Vraiment. Quatrième point, redéfinir vos critères. Qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui ? Quelle est votre définition de la réussite, de votre rôle professionnel aujourd'hui ? Quelle est votre définition d'être une bonne maman ou un bon papa ? Quelle est votre définition d'être un bon enfant vis-à-vis de vos ascendants, vis-à-vis de vos parents ? Quelle est votre définition à vous, vos critères à vous ? Et si au lieu de courir après le regard des autres, vous choisissiez enfin ce propre baromètre, votre propre « je suis déjà assez ». Cinquième point, agir en alignement. Choisissez une petite action qui respecte justement ces critères, vos priorités, même minimes, même imparfaites. Je vous invite à fermer les yeux un instant et visualiser cette action que vous pourriez prendre dès aujourd'hui, juste une, laquelle serait tellement alignée avec vous que vous vous sentiriez tout de suite en énergie. Même là, les yeux fermés, c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Un nom peut-être pour tel dossier ou pour telle réunion. Un nom pour l'invitation chez Belle Maman dimanche. Que sais-je ? Quelle action serait tellement alignée avec vous qu'elle vous emporterait pour tout le reste de la journée ? Sixième et dernier point, revenir au centre. Acceptez les dérapages, mais revenez toujours à cette vérité. Vous êtes déjà assez. Et rappelez-vous, chaque fois que vous dérapez, vous avez la possibilité de revenir. Pas besoin d'être parfait ou parfaite. Vous êtes en train d'ajuster. Et oui, vous êtes déjà assez. Je vais résumer très rapidement. 1. Prendre conscience. 2. Analyser pourquoi, à quel moment ça se déclenche. 3. Faire pause et se demander si vous le voulez vraiment. Travailler sur vos critères. Redéfinir vos critères, votre définition. Vos définitions même au pluriel. 5. Agir en alignement. Mettez-vous en action, même aussi petite soit-elle. Et 6. Revenir au centre. Vous autoriser à tester, même si ça ne marche pas du premier coup, et revenir à vous à chaque fois. Alors oui, sortir du syndrome du sauveur demande du courage. Le courage de dire stop, le courage de choisir ses priorités, mais surtout le courage de comprendre que ce n'est pas seulement possible. C'est nécessaire et normal. Parce que ce que vous croyez être la normalité aujourd'hui, vous effacez, passez après les autres, vous épuisez pour trouver votre valeur, est en réalité un mensonge culturel. Ce n'est pas du leadership, ce n'est pas du dévouement,
c'est une prison dorée. Et non, se choisir, ce n'est pas être égoïste. C'est même tout l'inverse. C'est arrêter d'imposer vos règles, vos solutions, vos manières de faire aux autres. C'est leur redonner aussi de la place, de l'espace, de l'autonomie. Et c'est aussi bien valable dans le monde professionnel que dans le monde personnel. C'est leur laisser aussi la responsabilité de leur chemin, de leurs décisions. Le vrai leadership, ce n'est pas sauver tout le monde. C'est incarner une direction. C'est incarner une vision, une présence, en tout cas pour moi. Et ça, vous ne pouvez l'offrir aux autres que si vous commencez à vous l'offrir à vous-même. Se sauver soi, ce n'est pas trahir les autres. C'est leur rappeler qu'ils ont eux aussi la capacité de se sauver eux-mêmes. Et c'est pour ça que je répète encore une fois, vous êtes déjà assez. Alors à vous qui m'écoutez, si cet épisode résonne, je serais intéressée de savoir la dernière fois que vous avez accepté quelque chose alors que tout votre corps disait l'inverse. La dernière fois que vous avez joué au sauveur ou à la sauveuse, alors à votre propre détriment. Partagez-moi vos expériences en commentaire, je serai ravie de les lire et ravie de vous y répondre. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez 5 minutes, prenez-les pour noter ou commenter cet épisode. Grâce à vos avis, Reset Your Mind commence à être connu. Et j'avoue que j'ai très envie de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. À très vite!